Bonjour Éric Coquerel, Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On l'a vu, les perturbations se poursuivent en pleine vacances de Noël. Vous leur dites quoi aux grévistes? Tenez bon? Merci. Merci d'abord de faire ce qu'ils font. Merci d'abord de faire ce qu'ils font parce que leur grève, ils la font pour eux, mais ils la font aussi pour tout le pays face à un système un projet de réforme de retraite absolument catastrophique, injuste et qui condamnerait les Français actuels et en tout cas les générations à venir à travailler toujours plus longtemps et pour toujours moins de pensions. Donc voilà, ils se battent pour nous tous et je pense qu'à la rentrée, il va falloir voir comment justement on les soutient plus activement, comment le mouvement se généralise, comment on fait nombre, comment on alimente des caisses de grève. On va revenir sur le fond, évidemment, dans un instant, mais sur la méthode, déjà. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, est-ce que ça n'aurait pas été plus judicieux de faire une petite trêve, ne serait-ce que de 3-4 jours? Oui, il aurait surtout été judicieux que le gouvernement retire son projet. Comme ça, il y aurait une trêve plus longue et ça aurait moins fait mal au pays. Il ne faut pas changer la question des causes et des effets. Voilà, la cause, c'est une réforme des retraites qui ne passe pas, et manifestement, qui ne passe toujours pas dans l'opinion publique. Bien. Donc, le responsable, ils sont à Paris. Enfin, ils ne sont pas vraiment à Paris, ils sont en vacances en ce moment, j'ai cru comprendre. Mais c'est eux les responsables. Les grévistes, j'allais dire, appliquent un droit constitutionnel qui est que quand on refuse un projet, on fait grève. Et vous savez très bien en plus, ça a été dit tout à l'heure, c'est que les préavis font que l'obligation de préavis font que vous n'arrêtez pas une grève comme ça. C'est-à-dire que si vous l'arrêtez, en réalité, vous l'arrêtez pour plus longtemps que vous ne le souhaitez. Et en plus de ça, dans une grève, il y a une dynamique. Donc s'ils avaient arrêté la grève pendant la trêve, ça voulait dire en réalité que le mouvement cessait, ce que voulait le gouvernement, mais que pour ma part, je ne souhaitais pas. Vous soutenez donc toutes ces coupures de courant qu'il y a eu lieu? Je soutiens tous les moyens de grève. 5 cliniques ont été touchées à Lyon. Oui, est-ce que c'est pas dangereux? Je soutiens tous les moyens de grève. Et là, Je soutiens tous les moyens de grève. Non mais c'est intéressant les cliniques. Excusez-moi, vous vous occupez des cliniques. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps à l'hôpital Robert-Debré, d'accord, qui manque de tout au niveau des services pédiatrie. Est-ce que vous savez qu'en Ile-de-France, du fait des politiques menées par le gouvernement, aujourd'hui, quand un enfant est malade, quand un bébé est malade, il y a tellement de manque de place qu'à certains moments, on est obligé de l'envoyer à Rouen ou à Reims, d'accord? Donc, si vous voulez qu'on s'intéresse à la santé de l'hôpital public, on va le faire. Oui, mais très sincèrement, on ne va pas le faire uniquement quand on nous parle de coupure de courant, qui d'ailleurs n'a entraîné aucun problème sanitaire, parce que sinon, je pense que le gouvernement en aurait parlé largement. Donc arrêtons de faire la pression sur des mouvements de grève. Un mouvement de grève, par essence, c'est l'arrêt de la production. Donc l'arrêt de la production, ça a des résultats et des effets. Mais on peut tout faire quand on est mécontent? Ben non, vous avez le droit d'appliquer le droit constitutionnel. Non, vous ne pouvez pas tout faire. Mais le droit de grève est un droit démocratique. Le droit de grève est un droit démocratique. Oui, si demain on vous licencie, vous avez le droit de faire grève pour le refuser. Voilà, il y aura peut-être plus de journal de LCI où on fera peut-être appel à quelqu'un qui vous remplacera. Ça sera peut-être problématique, mais vous avez le droit de le faire. Et le droit de grève, il est réglementé. Et dans le droit de grève, les coupures ne font pas partie de l'expression de ce droit de grève. Eh bien, pour ma part, j'estime que vous savez, quand il y a quelques décennies, on acceptait comme ça qu'il y ait des coupures de courant. Alors, au fur et à mesure, on a durci les législations, on a durci les questions de préavis. Bon, moi, ça ne me choque pas, voilà, je l'assume, ça ne me choque pas que dans un grand mouvement qui s'oppose à une réforme qui est une réforme absolument terrible pour le pays si elle se met en application, il y ait ici ou là quelques points qui débordent un peu, que je sache, ça ne fait pas de mal au pays, ce n'est pas ça le problème. Par contre, la réforme, si elle passe, ça fera très mal. Donc je l'assume. Voilà. J'assume le soutenir en tout cas, parce que ce n'est pas moi qui le décide. On a vu à l'instant que les raffineries étaient bloquées. Il y en a 2 sur 8 qui sont bloquées. On a d'un côté les syndicats qui le disent, ils vont durcir le mouvement. De l'autre, le gouvernement qui rassure, qui dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Comment vous analysez ça, vous ? Il y a tout un jeu de communication du gouvernement. J'entendais tout à l'heure, la SNCF nous fait le coup le mouvement s'étiole, etc. Ce que je ne crois absolument pas. Je crois que, au contraire, ce sont les grévistes qui sont en train de gagner la partie parce qu'on leur faisait tellement pression qu'on espérait qu'il y ait une espèce de débandade de la part du mouvement de grève pendant les vacances. On voit que ce n'est pas le cas. La SNCF a beaucoup mis là, pendant la période de congé, y compris en recrutant des cadres, en leur demandant de conduire des trains, ce que je trouve peu sécurisant, mais enfin c'est l'affaire de la SNCF. Bien, et à partir de là, l'effet des grèves est un petit peu moins important dans les jours où la SNCF a décidé de mettre le paquet. Mais vous allez voir que dans les jours à venir, on va s'apercevoir que le mouvement ne fléchit pas du tout. Et je pense que sur les raffineries, c'est pareil. Le gouvernement a des mots rassurants. N'empêche, comme ils ont fermé je ne sais combien de raffineries dans le pays, maintenant il n'y en a plus que 8. Voilà. Et 8 raffineries, à partir du moment où le mouvement de grève va s'amplifier, vous allez voir que ça aura des conséquences. Alors, le mouvement se poursuit, mais
le soutien au mouvement s'effrite un peu. C'est vrai, quand on regarde ce dernier sondage, il y a 51%, alors il est toujours majoritaire, qui soutient ou qui éprouve de la sympathie pour le mouvement, mais voilà, il y en a 51%. Ça baisse en tout cas. Oui, il y en a 51%. Écoutez, moi je trouve que on entend, à force d'entendre des reportages, on va peut-être parler de la réforme là dans quelques minutes, des reportages en permanence sur toutes les chaînes qui ne parlent que de la gêne, qui ne parlent pas de la gêne qui sera occasionnée par la réforme si elle s'applique. Je trouve que globalement les Français font preuve d'intelligence et comprennent que ce qui est en jeu, c'est plus que quelques jours de gêne, qu'on ressent tous, moi le premier, je prends les transports en commun, je les ressens, plutôt que le fait qu'on revienne sur un des principaux acquis sociaux de ce pays, qui est le fait de pouvoir partir à la retraite encore à peu près en bonne santé et d'avoir des pensions convenables. Ce qui est moins vrai d'ailleurs depuis les nombreuses réformes qui ont étiolé la question des retraites, mais enfin qui est quand même encore préférable par rapport aux pays voisins et qu'on veut aujourd'hui détruire. Donc les Français, ça ne m'étonne pas qu'ils restent majoritairement pour le mouvement de grève et contre cette réforme, parce qu'ils ont très bien compris de quoi il s'agissait. Et pourtant, ça baisse aussi la mobilisation à la SNCF. On le disait, 9,8% de salariés grévistes en général, moins de 50% pour les conducteurs. On verra dans quelques jours. Mais ça, attendez. Vous savez qu'il y a un syndicat, vous l'avez annoncé fortement, d'ailleurs, je ne dis pas vous personnellement, mais quand l'UNSA cheminot a appelé à la trêve, tout le monde a dit « Ah, le mouvement s'étiole ». Donc c'est normal que l'UNSA cheminot ayant appelé à la reprise, vous ayez un tout petit peu d'effet, mais vous remarquerez qu'il est moindre. Et vous savez pourquoi il est pas très important cet effet? Parce que ce sont les grévistes qui décident, les assemblées générales, et que dans plein d'endroits, en réalité, quel que soit ce que décident les directions syndicales, qui pour l'instant d'ailleurs sont en phase avec le mouvement, je ne les sépare pas, eh bien le mouvement continue justement à être très fort. Et moi, ça ne me choque pas, pour vous répondre aussi, qu'à certains moments, pendant les trêves, les grévistes, je vous rappelle qu'ils ne sont pas payés pour leur jour de grève, c'est aussi un mouvement de grève, c'est dur d'abord pour les grévistes, avant tout. Il faut y songer, eh bien, aménagent eux aussi leur manière de faire grève, reprennent pendant 2 jours s'ils l'estiment nécessaire, etc. Donc vous verrez qu'à la rentrée, dans quelques jours, on aura plutôt un bilan positif du côté du mouvement de grève de cette période de trêve que le gouvernement espérait mauvais pour eux. Mais justement, si l'UNSA avait dit on voudrait faire la trêve, c'est parce qu'elle estimait avoir eu des avancées. Et il y a eu quand même, sur des points assez précis, on va écouter justement un syndicaliste de l'UNSA qu'on a eu cette semaine en plateau. Il le dit clairement, il y a eu des avancées. On l'écoute. Nous avons pu négocier en fin de semaine dernière un certain nombre d'avancées, notamment pour les salariés de la SNCF. Nous avons préservé l'âge d'ouverture des droits pour la très très grande majorité des salariés de la SNCF. Nous avons, et pour les autres, obtenu des conditions d'âge d'ouverture des droits très raisonnables sur le niveau des montants de retraite. Les négociations que nous avons eues en fin de semaine dernière ont permis de préserver le futur montant de retraite des salariés de la SNCF. Et la même chose d'ailleurs, à ma connaissance, à la RATP. Voilà, il y a aussi les enseignants qui vont obtenir des revalorisations salariales, les policiers qui vont conserver leur spécificité. Alors, les policiers, c'est vrai, ça le gouvernement a tout de suite cédé, parce que comme les policiers depuis 1 an permettent au gouvernement de tenir à peu près, ça c'est vrai qu'ils ont été préservés. Pour le reste, c'est pas vrai. Il n'y a pas que les policiers. Laissez-moi répondre, vous me posez la question. Du côté des cheminots, ce ne sont que des promesses, d'accord? Et c'est tellement des promesses qu'il y a beaucoup de syndiqués de l'UNSA qui sont engagés, qui ont décidé de continuer la grève parce qu'ils ont bien lu ce qui s'était passé. Donc ce ne sont que des éventualités, peut-être que. Donc là-dessus, c'est pas des acquis. Et la deuxième chose du côté des enseignants, ils continuent à faire grève, à se mobiliser pour une bonne raison. C'est que là aussi, ce sont pour l'instant des promesses. Là aussi, ce sont des primes qui n'ont aucun rapport avec l'augmentation qu'ils demandent de manière juste de leur revenu. Donc là, on est très très loin du compte également. Ils vont mettre 10 milliards d'euros sur la table d'ici à 2037 quand même, oui, c'est ça, pour ces revalorisations. Vous savez bien que et on va reprendre 60. Ça ne se règle pas en 2 heures. Comment ? Il y a quand même un plan de travail qui a été donné par le gouvernement pour discuter tout ça. Forcément, c'est des promesses. Mais bien sûr, le plan de travail du gouvernement, c'est de discuter des détails et de faire passer le projet de loi dans son ensemble. Donc vous me permettrez, et vous permettrez aux grévistes de penser que le projet de loi est mauvais globalement. Vous savez, je vais vous parler de quelque chose. Je le dis parce que... on parlait des concessions obtenues par l'UNSA, qui étaient quand même à la table de négociation. Des promesses de concessions peut-être mis sur la table au niveau des cheminots qui ne sont pour l'instant que des promesses et qui n'ont rien de concret. Voilà ce qui s'est passé concrètement. Normal, on peut regarder. Ça ne se règle pas en 2 heures, ça, non Non, mais c'est pas. Ça fait des mois et des mois qu'il négocie le gouvernement, soi-disant, d'accord. Sauf qu'il négocie de la même manière qu'il le fait à chaque fois. C'est-à-dire, c'était vrai pour la réforme du code du travail, ça a été vrai pour l'ouverture à la concurrence. On met un projet, on discute avec les syndicats et à l'arrivée, le projet est le même. Voilà voilà la manière de négocier de ce gouvernement. Vous pensez que ce syndicaliste
qu'on vient de voir, il est de mauvaise foi ou il je pense qu'il a envie de lire peut-être avec un regard optimiste qui a été mis sur la table et non pas promis par le gouvernement. Est-ce que je constate, parce que ce mouvement appartient à nos grévistes qui comprennent très bien ce qui se passe, c'est que pour l'instant, ce n'est pas son appel est très peu suivi d'effet, y compris dans son syndicat et plus globalement. Mais j'ai pas envie de polémiquer avec un syndicaliste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet de loi dans son ensemble. Le projet de loi dans son ensemble, le gouvernement le maintient. C'est un projet. Attends, laissez-moi finir parce qu'on ne va pas parler du fond. Le projet de loi dans son ensemble, le gouvernement le maintient. C'est pas seulement le recul de la question de l'âge pivot qui promet un recul au moins jusqu'à 64 ans, c'est que le système par points globalement, par essence, est un système qui va faire en sorte que les Français vont être obligés de travailler toujours plus longtemps et avoir moins de pensions. Et un autre élément que je vais vous donner, parce qu'on en parle rarement, excusez-moi, mais j'ai envie de le dire, parce qu'au début de la semaine, j'ai essayé de le faire sur un de vos concurrents médias, c'est par prix. Est-ce que vous savez que ce projet, sur la simple question de la cotisation des cadres qui, au-delà de 10 000 euros, va être plafonnée à 2,8%. Est-ce que vous savez que ce projet va coûter 72 milliards aux caisses de retraite entre 2025 et 2040 ? 72 milliards, alors qu'on nous dit que tout est question justement d'un projet qui est là pour équilibrer les comptes, pour faire en sorte qu'on puisse continuer justement à avoir un système de retraite. Eh bien, ça va coûter 72 milliards. Alors, vous me regardez d'un air étonné, c'est un communiqué ici, je vous regarde. Mais on en parle très peu. On nous dit la grève coûte cher au pays, etc. Mais ça, par exemple, cet élément-là, d'accord, du fait du plafonnement des cotisations des cadres à 2,8%, eh bien, entre cotisation salariale, cotisation patronale, c'est 72 milliards en moins entre 2025 et 2040. Je trouve qu'on devrait faire des sujets importants parce que ça démonte pas mal le discours du gouvernement qui nous dit que c'est fait pour améliorer les retraites. Sur LCI. Sur la question des points, justement, l'argument de l'exécutif, parce que vous l'évoquez, vous êtes contre ce régime par points, eux, ils disent, ben voilà, les congés maternité, par exemple, donneront lieu à des points et donc à des pensions. Ouais, donc, ce système est plus juste. Non, il est moins juste parce que, d'abord, vous savez que par le principe de reversion des retraites qui va être rallongé déjà, qui concerne souvent les femmes devenues seules, veuves, eh bien, il va y avoir justement une perte financière. Et la deuxième chose sur ces congés, c'est que de manière inique, ça va bizarrement défavoriser les femmes, puisque les congés, on va pouvoir désormais choisir sur quel revenu vous le mettez entre un homme et une femme, et que comme généralement, du fait de l'inégalité des salaires entre hommes et femmes, eh bien, il sera plus intéressant de les mettre sur l'homme, eh bien, en réalité, on va s'apercevoir que c'est un système qui va défavoriser une fois de plus l'autonomie des femmes et leur montant des retraites. C'est pas l'avis du gouvernement. Non, évidemment, c'est pas l'avis du gouvernement. Le gouvernement nous dit que ce projet de retraite est merveilleux, qu'il va permettre plus de justice sociale, plus d'égalité, de partir à la retraite plus longtemps, mais c'est exactement l'inverse. Donc il faut rien changer. Ah si, il faut changer. Il faut permettre à nouveau aux gens de partir à 60 ans à la retraite, avec 40 années de cotisation et pas de retraite en dessous du SMIC. Oui, c'est réaliste. Un départ à la retraite à 60 ans. Je voulais qu'on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe. Mais je m'en fiche de ce qui se passe en Europe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en France. Mais il y a quand même une inégalité entre le régime public. Vous savez, en Europe, attendez, juste en Europe, vous savez que le système de retraite en Europe fait qu'il y a beaucoup de pauvres chez les personnes âgées qu'en France. Voilà, notre système a quand même un peu préservé ça. Donc, excusez-moi de le préférer. Alors quand même, il y a une inégalité entre la façon de calculer les retraites pour le régime public et le régime privé. Là-dessus, vous êtes d'accord. Donc là, c'est injuste quand même. Donc il faut aligner par le bas, comme le propose le gouvernement. C'est ce que propose la retraite par points. On nous dit, finissons-en avec les régimes spéciaux. Vous ne voulez rien changer. Mais ce que je veux changer, oui, je vous ai dit ce que je veux changer. Je veux revenir à un système de retraite qui, il y a une trentaine d'années, permettait de partir plus tôt, d'avoir plus d'années à vivre en bonne santé, parce que comme vous le savez, la longévité en bonne santé, aujourd'hui, maintenant, tend à se réduire en France, et on nous propose de partir plus longtemps. Vous savez, notre pays produit toujours plus de... C'est un problème de civilisation. Notre pays produit toujours plus de richesses. La productivité par travailleur a augmenté par 3 en 50 ans. Vous savez quelle est la différence ? C'est que les gens qui ont leur force de travail pour vivre, notamment les salariés, il y a 30 ans, ils produisaient... il travaille 9 jours pour un actionnaire. Aujourd'hui, il travaille 45 jours pour un actionnaire. Donc, la part des richesses, elle est partie dans le capital, dans la spéculation, dans la rente. Mais ce n'est pas amusant, c'est la réalité de ce qui se passe. Et que toute la question, c'est de savoir comment on redistribue les richesses pour, par exemple, considérer à nouveau que c'est normal d'en mettre
une bonne part chez des retraités quand ceux-ci pèsent 20% de la population nationale et que le gouvernement entend limiter la part du PIB pour les richesses à 14%. Tout est là. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec ce système. Il y a une ministre, je voudrais qu'on avance un petit peu, il y a une ministre qui a un rôle clé dans ce dossier des retraites. Qui sont mais c'est absolument pas ce que je disais, c'est que j'aimerais parler d'un autre sujet parce qu'il nous reste 5 minutes. Donc on avance un petit peu. Elisabeth Borne, ministre de l'écologie, certains lui reprochent ses vacances à Marrakech en ce moment. Elle prend quelques jours pendant les vacances de Noël. Est-ce que pour vous, c'est choquant ou est-ce que c'est pas un peu une fausse polémique? Écoutez, si jamais elle partait au Marrakech et se reposait pour revenir et avec la lucidité qu'il faut arrêter avec ce projet, tant mieux. Voilà. Bon, malheureusement, je ne crois pas que ça soit ça notre question. Cette ministre a beaucoup travaillé. Elle a notamment ouvert à la concurrence la SNCF, qui, à mon avis, très certainement est le prélude à une privatisation dans les années à venir. Donc je trouve que malheureusement, elle a un peu trop travaillé cette année. Voilà. Très franchement, c'est pas ça qui me préoccupe le plus, ces voyages à Marrakech. Donc je trouve que c'est un peu bizarre, un ministre qui part à Marrakech quand elle est au front sur un dossier très urgent. Manifestement, c'est moins vrai pour elle que pour beaucoup de Français. Mais c'est pas ça qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, c'est la politique qu'elle fait. Un mot sur une autre actualité. Ségolène Royal est convoquée à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur son bilan d'ambassadrice des pôles. Ce sont 2 députés, La République En Marche et UDI, qui veulent entendre ses explications sur, je cite, son absence à l'ensemble des réunions officielles au Conseil de l'Arctique qui se sont tenues depuis sa nomination et ses interventions médiatiques quasiment hebdomadaires sur la politique nationale. Une réaction là-dessus? Est-ce que vous demandez aussi des explications? Non, enfin je sais pas. J'ai pas très franchement, j'ai pas suivi le dossier. C'est pas que je veux pas répondre. C'est que ce que dit Ségolène Royal n'est pas pour moi me préoccupe pas prioritairement. Je pense qu'elle va répondre et que si elle accomplit la mission pour laquelle elle est rémunérée, eh bien, elle saura le dire. Ça ne me choque pas, si c'est ça la question, ça ne me choque pas qu'une femme politique ayant eu des responsabilités ait une mission qui lui est donnée et qu'elle continue à parler politique. Ça, je ne trouve pas ça choquant. Il y en a plein qui le font, donc je ne vois pas pourquoi elle ne le ferait pas. Maintenant, la question, c'est de savoir si, effectivement, elle s'occupe de ce pourquoi elle a eu cette mission. Moi, je suppose qu'on verra. Elle dénonce des insinuations calomnieuses. Quel bilan, l'année touche à sa fin, quel bilan vous tirez de cette année 2019? Est-ce que ce n'est pas une année qui a été objectivement compliquée quand même pour le gouvernement, ça c'est sûr. Pour la France insoumise aussi, 6% aux élections européennes, et on sent que c'est un petit peu compliqué quand même. Est-ce que, écoutez, objectivement, votre avis là-dessus? Objectivement, mon avis, c'est que ça fait maintenant 1 an que le pays est en ébullition, en manifestation contre les projets de gouvernement et que ce gouvernement continue à vouloir appliquer coûte que coûte une politique néolibérale qui fait très mal au pays. Ça passe toujours pas. Et je pense qu'il met en tension et il nous met en difficulté. Voilà, je parle du pays. Après, au niveau des pourcentages de France Insoumise, je trouve que cette fin d'année, dans laquelle il y a un mouvement social qui nous convient, que nous soutenons, avec lequel nous sommes, eh bien, nous rend de ce point de vue-là. Vous comptez là-dessus pour non, mais très franchement, là aujourd'hui, regagner du poil de la bête, parce que pas la langue les gilets de bois. jaunes, ça n'avait pas marché. Oui, les gilets jaunes, ça n'a pas marché. La langue, c'est pas la langue de bois. Non, mais attendez, veuillez comprendre que nous, on souhaite que les choses avancent pour le pays. Voilà, ce que l'on souhaite pour l'instant prioritairement, c'est que ce mouvement gagne et qu'on permette le retrait de ce projet de loi. Et puis après, France Insoumise, il y aura des élections à venir. Je pense que nous sommes en meilleure santé que certains ne l'espèrent. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir pris le temps de répondre à